Merci d'abord, Vincent, pour cette invitation. Quand j'ai appris qu'il y avait 340 personnes qui étaient présentes, je vous avoue que ça peut être un peu intimidant, mais heureusement que la technologie est là pour me réconforter. Je n'en vois que 10 à mon écran en ce moment. Alors, pour vous 10, voici ce que je veux vous présenter à chaud. C'est une réaction à chaud. Un peu comme le juge Follum, quand Vincent me demandait pourquoi comme Vincent m'a demandé de participer, je me demandais un peu pourquoi moi et surtout pour quoi dire. Et comme le juge Follum, pour ceux qui me connaissent, ça sera plutôt difficile de m'arrêter d'en parler. Mais j'ai quand même un privilège que d'autres avant moi n'ont pas eu. J'ai peu de préparation, j'ai pas un super PowerPoint. Moi, j'ai écouté, j'ai pris des notes, j'ai essayé de lier ça avec mon expérience, mon expertise. Et en plus, j'ai pas de réserve. Alors, go, on va plonger dans ces premiers commentaires à chaud. J'écoutais, je lisais le rapport, je vis avec la loi C1.1 et je me disais, si j'avais à la présenter, comment je la présenterais? Je dirais tout simplement qu'elle est née au début du siècle. Elle a subi peu de modifications, à l'exception, je pense qu'il y a une note interprétative liée au nouveau code de procédure civile, l'article 40 qui a subi une très légère modification. C'est tout de même surprenant en 20 ans pour un domaine qui évolue à vitesse grand V, qui a eu absolument aucune modification. C'est peut-être normal, mais c'est un premier constat là, que j'avais. J'aime bien dire que c'est une loi qui est mal aimée, mais qui vieillit bien. Sauf qu'à la lecture du rapport déposé par Vincent, j'orienterais ce vieillissement et de bien vieillir sur l'axe des technologies. Il y a des concepts technologiques dans cette loi qui sont encore valables aujourd'hui malgré les 20 ans d'évolution. Je vais prendre un exemple en particulier, l'article 3. Je pense que dans la présentation de Mme Masse, le modèle de M. Bachimon en faisait référence. C'est vraiment la première fois, l'exemple que je vais vous donner, un petit exemple par rapport à l'article 3, c'est la première fois que j'ai eu à travailler avec cette loi, la C1.1, puis c'est avec le ministère de la Justice, dans le contexte de l'officialisation du recueil des lois et règlements du Québec. On est environ en 2007, ça fait quelques années déjà que la loi existe, puis le gouvernement a un intérêt pour officialiser la version électronique. Il faut savoir que les lois au Québec, aujourd'hui, gérées par le ministère de la Justice, publiées par l'éditeur officiel, sont fragmentées en petits morceaux, en format XML. XML, 3 lettres qui ont été présentées tout à l'heure dans un des formats de présentation par Mme Masse. XML qui est pas compatible, excusez-moi, qui est pas comestible, c'est pas du matériel qu'on veut voir à l'écran, ça fait fuir à peu près tout le monde, mais lorsque bien utilisé, bien assemblé grâce à un algorithme, on réussit à le convertir, on pourrait parler de transfert dans un format comestible qui est PDF, Word ou EPUB, que vous pouvez consulter avec le site de Légis Québec, entre autres, publié par l'éditeur officiel du Québec. Bon, les travaux à l'époque étaient dirigés par Marie-Josée Lontin, puis je me souviens en pleine réunion par rapport à l'article 3 d'avoir dit tout simplement « Wow, cet article-là a été rédigé pour nous », parce que c'est exactement le modèle qu'on avait de représentation de l'information législative, d'autant plus qu'il faut le représenter dans le temps, à savoir la reconstitution d'une loi à un moment donné. Il y avait plusieurs personnes dans les rencontres, dans toutes les discussions qu'on avait, qui disaient oui, mais l'électronique, on peut, oui, mais je pourrais, oui, mais Mme Lontin, dans toute sa sagesse, qui répondait oui, mais on peut aussi faire ça avec le papier. Et si ça se produit, eh bien, on a des tribunaux pour ça. Je me rappelle comme si c'était hier. Ça en est suivi, évidemment, les travaux d'aménagement. C'est pas simple d'implanter toutes les contraintes d'intégrité, notamment. On travaillait avec le département de la refonte, travaillait avec l'éditeur officiel pour arriver à une loi, qui est la loi sur le recueil, qui nous dit à l'article 4 que les mises à jour du recueil deviennent officielles dès leur publication par l'éditeur officiel du Québec sur un support qui fait appel aux technologies de l'information. C'est une première, c'est une révolution. Et j'ai relu ces textes-là ce matin, je me suis dit, tiens, je pense que c'est ça que je veux qu'il soit écrit sur ma tombe quand je vais mourir. Parce que j'ai vraiment beaucoup contribué à ce projet. Puis en lisant un petit peu plus loin, l'article 8 me disait, une fois l'an, une fois par année, un exemplaire du recueil en vigueur au 1er avril est déposé à des fins d'archives au bureau du secrétaire général de l'Assemblée et à la BANQ, la Bibliothèque et Archives nationales. Je vous avoue que quand j'ai vu ça ce matin, je me suis dit, tiens, je serais très curieux d'assister à cette étape.
quel format, quelle documentation, quelle procédure et quel alourdissement de la tâche qui doit se produire une fois par année, d'autant plus que la technologie évolue très rapidement. Cette loi du recueil est en vigueur depuis le 1er janvier 2010. Fait que ça me réconfortait dans le fond de savoir que l'article 3 avait une certaine pérennité parce que c'est ce qu'on faisait, c'est ce qu'on fait et ce qu'on continuera à faire. Ça, à mon avis, c'est un signe d'un heureux vieillissement. On m'a demandé évidemment des réactions à chaud en lien avec la présentation d'aujourd'hui. Je vais lier ce qui m'a interpellé un petit peu aujourd'hui. D'abord, la diapo que Vincent présentait ce matin avec Pierre Noreau, qui est quelqu'un avec qui j'ai travaillé aussi dans le passé, notamment avec le Conseil de la magistrature du Québec. Il y avait deux mots qui sont forts, et les deux mots étaient forts également. Dialogue fort. Et on fait référence à l'implication de plusieurs parties. Je regardais dans le document, l'analyse déposée par Vincent, il y a le mot communauté qui est utilisé à plusieurs reprises. C'est pas compliqué, hein? Je ne les ai pas comptés. J'ai juste fait une recherche et j'en ai 38 occurrences du mot communauté dans le document. Merci, technologie. On l'introduit d'abord à la section 2.1. On la présente comme la communauté juridique et des sciences de l'information. On prend soin de mentionner aussi que les gains d'une amélioration à la loi pourront se mesurer en assurant que la communauté adhère à l'exercice et puisse participer au dialogue. Donc, ça va tout à fait dans le thème du dialogue fort. Et plus on avance dans la lecture du document, plus on amincit la notion de communauté pour essentiellement arriver au problème de compréhension, d'interprétation lié à la communauté juridique. Heureusement, il y a la section 3.1.1.3. C'est probablement mon passage préféré qui, je vous invite à le relire attentivement et d'interpréter le mot communauté au sens large en incluant les mots inclusif, expertise, innovation. Ça dit en fait en partie l'adoption d'une nouvelle loi mérite un dialogue préalable qui soit représentatif des intérêts en cause. Celui-ci peut évidemment s'opérer lors de travaux parlementaires, avec les commissions parlementaires évidemment. Il peut aussi de façon plus innovante, qui n'empêche évidemment pas la première, s'effectuer en amont auprès de la communauté elle-même. Donc communauté dans son sens large. Et ma proposition préférée, et nécessairement, il y en a plusieurs propositions, il y a plein de trucs intéressants là-dedans, là, mais si vous relisez la proposition 25, nous proposons de réviser la composition du comité d'harmonisation. Sincèrement, on a une loi ici qui n'a pas l'emprise voulue pour toutes sortes de raisons qui ont été évoquées depuis l'heure et quelques qu'on est ensemble. Là. Problème d'application, problème de compréhension, peut-être à saveur un peu trop technique, un peu trop technologique. Mais si on s'engage dans un processus de mise à jour avec une vision, la même vision qu'on a à l'époque, j'ai l'impression qu'on n'aura pas de meilleurs résultats. Et simplement, dans le fond, c'est pas en ajoutant un petit peu de botox ici et là qu'on va permettre à cette loi de mieux vieillir dans les années à suivre. Si on parle de moderniser, j'ai vraiment ici l'impression qu'avec la même recette, on risque d'avoir à peu près le même résultat. Et dans ce contexte, je crois qu'il ne faut pas ignorer la partie large des communautés. Je pense entre autres toutes les organisations, qu'elles soient gouvernementales ou autres, les entreprises qui ont à mettre en place des processus qui, soit dit en passant, je vous dis là, je fais ça régulièrement, c'est pas simple respecter la loi C1.1. C'est pas simple et c'est à la fois coûteux. J'oserais rajouter aussi dans la communauté, l'élargissement au niveau de l'industrie des technologies qui sont au fait de ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, ce qui se faisait et ce qui se fera. Celle des professionnels qui analysent, qui implantent, qui évaluent, qui auditent et qui documentent ces processus, la vraie vie, quoi. J'ai l'impression qu'on risque tout simplement de passer à côté d'une belle opportunité si on n'élargit pas la vue de la définition de la communauté. Aussi, sur un autre aspect, je m'en voudrais de ne pas vous mentionner l'importance, je pense que ça a été relevé dans l'analyse, mais permettez-moi de
de vous l'énoncer quand même, là, de l'harmonisation de la loi avec le reste du monde. On vit à une époque de mondialisation, à grande vapeur, de dématérialisation et surtout de virtualisation. Le juge Follum nous faisait état des grandes révolutions qui se passent au niveau de la justice en acceptant d'envoyer des trucs par courriel, la vidéo comparution, si je peux m'exprimer, mais tout ça est lié, évidemment. On le sait tous à cause d'un virus mortel qui s'appelle le COVID, mais en même temps, quand je regarde l'effet de ça simplement avec une lunette technologique et du droit, ben, j'ai envie de dire merci COVID et à quand la prochaine révolution dans le monde du droit et de la technologie. Ce que Vincent évoquait par rapport à copie transfert, ben, c'est tout simple en fait. Ce que je lui dis souvent, Vincent, c'est qu'une copie pour moi, c'est un transfert pour lequel le format n'a pas changé, sans égard au support. C'est un peu comme, pour simplifier, c'est un peu comme le triangle, excusez-moi, le carré et le rectangle. Un carré est un rectangle pour lequel les arêtes sont toutes égales. Mais on a utilisé en mathématiques la définition de carré. Est-ce qu'on doit maintenir la définition de copie et de transfert au niveau de la loi, ou on pourrait s'en faire avec simplement transfert en précisant qu'une copie, c'est un transfert pour lequel le format n'a pas changé? Madame Mas qui faisait référence à, je pense qu'il mettait l'emphase sur le document versus l'information. Qu'est-ce qui est important entre les deux? Est-ce que c'est la notion de document ou c'est la notion d'information qui est importante? Parce que on a toutes sortes de composantes physiques qui nous permettent de consommer l'information, peu importe les formats. Et entre vous et moi, qui se soucie du format quand on a l'information accessible sur un téléphone, sur une tablette, par signaux de vapeur ou par morse, peu importe, c'est l'information qui est importante. Qu'est-ce que j'avais noté aussi? Signature. Peut-être juste revenir aussi sur l'histoire de la signature électronique évoquée par le juge Follum également. Je pense qu'au niveau des technologies, il y a une question d'appropriation, il y a une question de confiance. C'est non négligeable. Et si on prend l'acte de signer numériquement versus l'acte de signer papier, on a une confiance en des éléments qui nous réconfortent. Je suis convaincu que la première fois que le juge Follum va signer un jugement électroniquement, il va y avoir un peu de réflexion en posant le geste, mais la millième fois, en lui souhaitant qu'il y a encore 1000 jugements à rendre, l'automatisme sera là et tout devient commodité. Je ne veux pas nécessairement diminuer l'encadrement de l'utilisation de ces technologies, mais plusieurs deviennent une simple commodité. Sur ça, Vincent, tu voulais une réaction à chaud, je viens de te la livrer et je peux te dire que maintenant j'ai chaud.